Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité de 8h30 sur France Info. Comme chaque matin, à la radio et à la télévision sur le canal 27 de la TNT. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Porte-parole de La République En Marche, députée des Yvelines. Vous êtes notre invitée et c'est Neila Latrousse qui va vous poser la première question. Bonjour Neila. Bonjour Julien et bonjour Aurore Berger. Bonjour. Ce matin, le Conseil des ministres se réunit à nouveau après les vacances. Réforme des retraites à venir à la rentrée et premières auditions lundi sur la loi bioéthique. Ma première question, c'est est-ce que vous abordez cette rentrée la peur au ventre? Mais chaque année, j'ai l'impression qu'on nous pose la même question au moment de la rentrée. Je pense peut-être qu'on l'a posée d'ailleurs aux autres gouvernements, aux autres majorités. Donc non, on l'aborde évidemment pas la peur au ventre. On l'aborde avec l'envie de travailler et d'avancer sur des réformes. Vous en avez cité deux. La transformation du système de retraite et les projets de loi bioéthique qui sont essentiels. Déjà des manifestations annoncées contre la réforme des retraites? Oui, mais j'ai envie de vous dire que pareil, à chaque rentrée, un certain nombre de manifestations peuvent être annoncées. Et c'est pas pour autant que ça doit nous empêcher de réformer et d'avancer sereinement, parce que je pense que c'est ça qui est surtout attendu de nous, après une année qui a été assez compliquée pour les Français d'abord, au regard des différentes manifestations, des violences aussi qui les ont émaillées. Il faut retrouver de la sérénité pour pouvoir réformer. La PMA, ça fait débat au sein même de votre majorité. Oui, on a un débat et Vous n'êtes pas d'accord. Alors, on est d'accord sur le fait quand même que ce projet de loi, c'est nous qui le portons. C'est un engagement très clair qui avait été porté d'ailleurs pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron et on souhaite évidemment le tenir. La PMA, c'est plusieurs choses. C'est dire qu'on a aujourd'hui une pratique médicale qui est déjà existante mais qui est réservée exclusivement aux couples hétérosexuels. Nous, on veut l'élargir aux couples de même sexe, aux femmes évidemment, et aux femmes célibataires. Et à partir du moment où on ouvre ce nouveau droit, il faut que ce droit soit effectif. Et pour qu'il le soit, il faut que ce droit puisse être remboursé. Sinon, on va recréer, là pour le coup, de la discrimination entre les couples hétérosexuels pour lesquels ce sera remboursé et les autres pour lesquels le droit existera, mais il sera fictif puisqu'il faudra évidemment le payer. Donc nous, on veut vraiment que l'égalité puisse exister. Vous êtes l'une des responsables de la loi bioéthique pour En Marche d'ailleurs et membre de la commission spéciale qui se réunit lundi, qui commence ses auditions sur cette question de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Est-ce que c'est un droit à l'enfant qu'on institue? Non, il n'y a évidemment aucun droit à l'enfant, ni pour les couples hétérosexuels, ni pour les couples homosexuels, ni pour les femmes seules en l'occurrence. C'est juste qu'on a une pratique aujourd'hui qui existe déjà, mais cette pratique, elle n'est pas ouverte à tous. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on maintienne cette inégalité entre les différents couples. Et on met un certain nombre de garanties évidemment sur la manière avec laquelle ça doit être mis en œuvre. Aujourd'hui, quand vous êtes un couple hétérosexuel, vous avez un certain nombre d'examens à passer pour vous assurer aussi du projet parental qui est le vôtre. Ce sera la même chose pour les couples de même sexe, les couples de femmes et les femmes seules. Donc évidemment, on essaye de mettre en place toutes les garanties nécessaires. Et d'ailleurs, un certain nombre d'études viennent étayer ça. On voit bien que c'est avant tout la qualité du projet parental qui permet de faire famille et c'est ça que nous, on veut pouvoir faire. Alors l'Église se montre très sceptique sur une disposition de ce texte, la PMA pour toutes. Monseigneur Chauvet, le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, était à votre place il y a de cela quelques jours. On l'écoute. Je crois qu'il faut réfléchir un petit peu les conséquences de cela. Vous voyez, c'est l'émotion qui agit, c'est pas la raison. Donc, il me semble au moins qu'on puisse réfléchir un petit peu plus aux conséquences. Les conséquences, c'est peut-être une violence dans les familles, ça peut être ça, de dire comment l'équilibre de l'enfant, par exemple aussi. Est-ce que l'Église aura voix au chapitre ? Écoutez, en tout cas, c'est pas elle qui va guider la manière avec laquelle on organisera nos débats et on votera. Qu'un certain nombre de personnes souhaitent s'exprimer sur ce projet de loi, c'est légitime. C'est quelque chose qui touche à l'intime, qui touche évidemment aux limites éthiques qu'on souhaite apporter à la science et aux avancées scientifiques. C'est ça le cœur du projet de loi bioéthique. Après, je suis assez étonnée des propos qui ont pu être tenus. Parler par exemple de violence, c'est sous-entendre qu'il y aurait donc plus de violence dans les couples homosexuels envers des enfants ou au sein des familles élevée avec une femme seule. C'est évidemment étayé par rien, par aucune étude, de la même manière qu'être élevé au sein d'une famille hétérosexuelle ne garantit pas que vous n'ayez pas subi de violence en étant enfant. Donc je pense qu'il faut être très attentif dans la manière avec laquelle ce débat doit pouvoir se passer. Je pense qu'on a tous été marqués par le débat qui a existé au moment de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et je pense qu'on a
personne n'a intérêt à revivre les mêmes termes de ce débat, et notamment sur un certain nombre de préjugés homophobes qui ont pu exister alors. Vous ne craignez pas le retour de la manif pour tous dans la rue ? Alors j'ai entendu qu'il y avait un appel à manifester début octobre. Le 6 octobre ils seront évidemment entendus, auditionnés par la commission spéciale bioéthique, puisqu'on veut entendre l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les sociétés savantes, scientifiques, mais aussi évidemment les associations, qu'elles soient les associations LGBT ou les associations qui s'opposent à l'ouverture de la PMA. Donc tout le monde pourra être entendu et respecté, mais pour être respecté, il faut aussi être respectable sur la manière avec laquelle on avance ses arguments. Vous évoquiez il y a quelques instants le remboursement par la sécurité sociale de cette PMA étendue à toutes. C'est l'un des angles d'attaque de l'opposition, le coût de la mesure. Est-ce qu'on a une estimation de Bercy ? Oui, il y a une estimation qui a été faite dans l'étude d'impact qui est présentée par le gouvernement. On est sur quelques dizaines de millions d'euros par an. C'est une mesure qui est tout à fait financée. Et encore une fois, on ne peut pas ouvrir des droits qui seraient fictifs parce qu'il ne serait pas possible de les exercer parce qu'on n'en aurait pas les moyens. On ne peut pas dire à certains couples, vous serez remboursé parce que vous êtes hétérosexuel et vous ne le serez pas alors que vous aurez le droit d'utiliser cette technique médicale. Mais le contexte financier est tendu avec la crise aux urgences. Oui, il y a un contexte financier qui est en effet tendu. Il y a aussi des mesures qui ont été prises et qui permettent de réaliser un certain nombre d'économies. Mais encore une fois, moi, je ne sais pas ouvrir un droit qu'ensuite les personnes ne peuvent pas exercer. Et cela, si on veut aller sur un enjeu d'égalité, il faut aller jusqu'au bout. Aurore Berger, vous êtes notre invitée, vous êtes députée des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Vous restez bien sûr avec nous, Neila Latrousse également. Il est 8h40 bientôt sur France Info. Le rappel de l'info avec Lauriane Delanoë. À quelques jours du G7 à Biarritz, des milliers de militants écologistes, anticapitalistes, altermondialistes lancent leur contre-sommet aujourd'hui à Hendaye dans le Pays Basque. Les alternatives à un système qui détruit la planète, c'est nous qui les portons, tranche l'un de ces activistes du mouvement Attaque sur France Info ce matin. L'Open Arms vide, les 83 migrants à bord ont pu débarquer dans la nuit. La justice italienne a autorisé le navire humanitaire à accoster sur l'île de Lampedusa. Elle ordonne la mise sous séquestre provisoire du bateau humanitaire. La SNCF répare-t-elle assez vite les problèmes, les anomalies sur son réseau ? Un rapport révélé par le journal Le Parisien pointe des maintenances tardives et des dizaines de problèmes non détectés, par exemple des boulons dévissés sur les rails. Des millions de personnes ont déjà dansé sur ces titres en soirée sans connaître son nom. Fred Rister, compositeur français de musique électronique, est mort hier à 58 ans. C'est lui qui a signé des tubes planétaires comme I Got a Feeling des Black Eyed Peas ou When Love Takes Over de David Guetta. France Info. Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, députée des Yvelines, et l'invitée de France Info, Neila Latrousse. Aurore Berger, une des responsables de la loi bioéthique pour En Marche à l'Assemblée. Quelle est votre marge de manœuvre en tant que parlementaire ? Qu'est-ce que vous avez le droit d'amender ? Où sont les lignes rouges sur ce texte ? Alors on a évidemment le droit d'amender ce projet de loi comme l'ensemble des projets de loi qui sont soumis, parce qu'ils sont soumis évidemment au Parlement, et donc on a toute l'attitude pour pouvoir le faire. Encore une fois, le projet de loi bioéthique, si on veut le résumer, c'est dire voilà ce que la recherche scientifique permet, et voilà nous ce que l'on souhaite pour notre société. Voilà les limites éthiques qui sont les nôtres. La fin de vie est exclue également, la GPA. La fin de vie, parce que de toute façon, c'est pas une question relative à la bioéthique. Encore une fois, ça n'est pas une avancée scientifique qu'il s'agirait de borner éthiquement. Par contre, ce projet de loi, c'est à la fois comment, par rapport justement à ces avancées scientifiques, notamment la recherche sur la question des cellules souches, sur les cellules souches embryonnaires, quelles sont les limites que l'on peut poser, la question de l'intelligence artificielle. Il faut garantir l'interprétation des résultats qui pourraient exister par un praticien, par un médecin. C'est pas l'intelligence artificielle qui doit décider de notre avenir médical, mais bien celles et ceux qui ont la capacité et l'expertise de pouvoir interpréter des résultats. Donc tout cela, ce sont les nouvelles limites éthiques que l'on met à la recherche, tout en lui permettant évidemment d'avancer. Sur la fin de vie, on a vu que le débat revenait avec le cas Vincent Lambert cet été. C'est exclu que cette question soit ouverte au cours du quinquennat ? Écoutez, en tout cas, moi, à titre personnel, je ne le souhaite pas. Je pense qu'on a aujourd'hui une loi qui existe, qui est la loi Claes-Leonetti, qui n'est déjà pas suffisamment connue des Français. Et malheureusement, le cas que vous évoquez est assez représentatif de ça, sur le fait que chaque Français a la capacité, la liberté à faire ses directives anticipées, donc à dire ce qu'il souhaite pour lui-même, à définir quelqu'un qui pourra le représenter dans le cas où il ne sera plus en mesure de pouvoir exprimer librement sa parole et sa volonté. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel de redire que les Français ont toute liberté de pouvoir à l'avance faire leurs directives anticipées, et je ne souhaite pas que l'on aille plus loin.
Aurore Berger, avez-vous été choquée par la présence de 3 ministres cet été à des corridas, dont celle de Didier Guillaume, en charge de l'agriculture, mais aussi du bien-être animal? Ce qui est certain, c'est que moi, je n'y serais pas allée. Je considère pas que la corrida, ce soit un spectacle, parce que à la fin, quoi qu'il arrive, vous avez un animal qui a été victime de souffrance et vous avez un animal qui meurt. Et moi, ça n'est pas quelque chose à laquelle j'ai envie de participer ou d'assister. C'est de la maltraitance. Mais sa présence vous a choqué? En tout cas, il s'en est expliqué. Il a dit clairement que si ça avait pu choquer, justement, il s'en excusait. Voilà. Après, je sais que la corrida déchaîne un certain nombre de passions. Il a dit que c'était un spectacle. Vous considérez ça comme... Moi, je considère que ça n'est pas un spectacle. Je considère que la mise à mort n'est pas un spectacle. J'aimerais d'ailleurs que l'on avance sur ce sujet et sur bien d'autres en matière de bien-être animal. Je prends souvent cet exemple-là, mais il y a un certain nombre de films qui sont interdits à des mineurs. Mais un film, c'est une fiction. Or, la corrida, ça n'est pas une fiction. À la fin, vous avez de la souffrance animale, quoi qu'on en dise, et vous avez un animal qui est tué. J'aimerais à minima que l'on puisse interdire la corrida aux mineurs. Est-ce que c'est 12 ans, 14 ans, 16 ans? Il faut avancer là-dessus. Et je veux qu'on avance sur le bien-être animal. Nous ne sommes pas encore allés assez loin, et nous devons être la majorité qui porte la question du bien-être animal, sur l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, par exemple. Sur la question des propositions de loi des députés à ce sujet. Exactement. On a une avance. chance d'aboutir? On veut qu'elle aboutisse, très clairement. On est près d'une 50aine de députés de La République En Marche à le porter, avec Loïc Dombreval, Alexandre Samantha Cazebonne notamment, on travaille sur le sujet. Que ce soit les animaux sauvages dans les cirques, que ce soit les delphinariums, que ce soit la question de la lutte contre l'abandon. On voit aujourd'hui que les refuges sont débordés. On a même des listes d'attente pour pouvoir abandonner son animal, parce qu'on détient malheureusement le record européen du nombre d'abandons d'animaux domestiques dans notre pays. Je pense que c'est pas vraiment un titre dont on s'honore. Et il faut évidemment avancer là-dessus. La question de l'élevage. On a pris des engagements, par exemple, sur la question de l'interdiction du broyage des poussins, sur la castration à vif des porcelets. Le ministre a dit qu'il ferait les annonces. On les attend de pied ferme, clairement, dès le mois de septembre. Et on souhaite aller plus loin avec notre proposition de loi. En tout cas, ce débat sur le bien-être animal, il suscite des tensions, notamment avec les chasseurs. Écoutez la grosse colère du président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schrein. Il y a des grands penseurs, il y a une nouvelle secte qui se met en place, une nouvelle religion verte un petit peu qui se développe comme ça. Et il y a des associations d'ailleurs qui sont alimentées par des fonds qui viennent de l'étranger. Qu'on soit chasseur, pêcheur, qu'on monte sur un cheval, qu'on ait un rapport avec le monde animal, qu'on mange de la viande. Enfin, je veux dire, tout ça aujourd'hui, vous avez un noyau de personnes minoritaires mais extrêmement structurées sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à essayer de déstabiliser l'opinion publique. Vous êtes un agent de l'étranger sectaire, Aurore Berger. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tout, là. La question du bien-être animal, en fait, se réduit pas à des quelques bobos parisiens écervelés. Moi, j'appartiens pas à une secte. Je considère juste, comme une grande majorité des Français, que c'est une question sociétale majeure qui dit aussi ce qu'est notre société sur la manière avec laquelle on traite l'animal, que ce soit l'animal domestique, que ce soit les animaux sauvages. Je pense qu'on peut avoir un consensus pour dire que la place d'un lion, c'est pas d'être dans une cage de 3 ou 4 mètres carrés parce qu'ensuite il sera donné en spectacle dans un cirque. Que c'est plus normal qu'on ait des montreurs d'ours dans notre pays. Que la place des dauphins, c'est pas d'être dans un Marineland où ils génèrent entre eux des comportements qui deviennent agressifs qu'ils n'auraient jamais générés dans leur milieu naturel. Et de la même manière qu'on peut avancer sur l'élevage. D'ailleurs, les agriculteurs eux-mêmes avancent. Moi, je jette pas l'opprobre aux agriculteurs. Je le vois au quotidien qu'il y a un certain nombre d'avancées qui sont faites. Et c'est à nous aussi de consommateurs de changer nos pratiques. Et je pense qu'on est en train, en tant que consommateurs, de le faire pour que les choses accélèrent. Et après, c'est à nous, en tant que parlementaires, de faire changer la loi sur le sujet. Vous espérez que ça aboutisse d'ici combien de temps? J'espère que là, dans le courant de l'année, on aura la capacité à déposer cette proposition de loi qui sera portée par notre majorité. C'est une demande de vos électeurs sur le terrain. Est-ce que vous avez eu des retours sur cette polémique corrida? Oui, je pense que c'est une demande majeure des Français en général sur le bien-être animal. Encore une fois, le réduire à quelque chose qui serait sectaire, c'est complètement faux. Je mange de la viande, c'est pas le sujet. Enfin, il y a une grande diversité des Français qui réclament juste que l'on puisse, encore une fois, avancer sur ces questions-là, parce que c'est légitime aujourd'hui que dans notre pays, on ne prenne pas de retard par rapport à des dispositions qui existent chez nos voisins européens, par exemple. François de Rugy, ancien ministre de l'écologie, s'était saisi de cette question. Vous le retrouverez dans quelques jours sur les bancs de l'Assemblée. Peut-il revenir au gouvernement maintenant qu'il a été blanchi?
C'est pas à moi de le dire, ça ce sera au Premier ministre et au Président de la République. Avoir un avis. En tout cas, l'avis qui est le mien, c'est de dire qu'il a été un très bon ministre, qu'on a réussi à travailler ensemble de manière extrêmement claire sur les questions écologiques, sur la question de bien-être animal qu'on a évoqué, où il était extrêmement engagé, et que la manière avec laquelle les choses se sont déroulées cet été, où on a eu des enchaînements d'informations qui étaient ensuite assez vite démentis. Malheureusement, on parle plus dans ces cas-là des effets d'annonce, et c'est plus facile de jeter l'opprobre qu'ensuite d'arriver à rétablir une réputation. On a eu le sentiment qu'il n'a pas été extrêmement soutenu non plus par la majorité. Il y avait des voix au sein on était là présents pour le soutenir, et on le sera en tant que parlementaire puisqu'il redevient un de nos collègues, et après l'avenir dira s'il peut redevenir ministre. En tout cas, moi je sais que j'ai eu plaisir à travailler avec lui quand il était au gouvernement, et j'aurai plaisir à travailler avec lui quand il sera à nouveau parlementaire. Un autre ministre, celui de l'Intérieur, Christophe Castaner, est en première ligne ce week-end, notamment à l'occasion du sommet du G7, le contre-sommet aussi aujourd'hui qui s'ouvre à Hendaye. Est-ce qu'il joue son poste à l'occasion de ce week-end à haut risque? Est-ce que vous craignez aussi des violences? En tout cas, il y a un dispositif majeur qui a été déployé à Biarritz, mais au-delà d'ailleurs, puisqu'il y avait le risque que des violences puissent se déplacer au-delà du périmètre de sécurité de Biarritz. Il y a 13 000 forces de l'ordre qui sont déployées. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur ce sujet hier. Moi, je redoute pas qu'il y ait des débordements. Malheureusement, on sait que certaines personnes, des activistes, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les Black Blocs, vont chercher vraisemblablement à s'infiltrer, comme ils le font systématiquement dans tous les sommets internationaux, et notamment les G7 qui sont les plus emblématiques de ces sommets internationaux. Après, j'ai toute confiance dans le ministre de l'Intérieur, et il a su démontrer, contrairement à ce qui est souvent dit, que depuis un an, et malgré des mouvements et des mobilisations extrêmement violents que nous avons pu connaître, eh bien nous avons réussi à maintenir l'ordre public dans notre pays. On lui fait un mauvais procès ? Oui, je trouve qu'on lui fait un très mauvais procès, parce que quel autre ministre de l'Intérieur a été confronté à ce niveau de tension qui a pu exister dans notre pays, qui dit aussi quelque chose de l'état de notre société quand on voit ce niveau de violence qui peut être finalement banalisé, normalisé. On le voit à l'encontre aussi des parlementaires sur les permanences vandalisées, on le voit à l'encontre des élus. Justement, vous avez eu des menaces cet été ? Malheureusement, elles sont très régulières. Mais oui, à nouveau cet été, moi, à titre personnel, par exemple, la préfecture m'a appelé en disant qu'à nouveau, mon domicile personnel était placé sous protection. Il devrait y avoir un consensus dans le pays pour dire que cet état de fait n'est pas normal et qu'on ne devrait pas s'habituer à l'expression de menaces, d'intimidation ou de violence à l'encontre des élus de la République, quelle que soit leur couleur politique. Merci Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche et députée des Yvelines, d'avoir été l'invitée de France Info ce matin. Il est 8h50, Lauriane Delanoë pour le rappel de l'info.